Ok, bon, je pense qu'en grande majorité, on est tous là. Du coup, je vous propose de démarrer. D'abord, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin euh, pour notre webinaire consacré aux nouvelles fonctionnalités de la release 2020.1. Comme vous avez dû le constater, hein, la release est maintenant disponible en production pour la très grande majorité des clients NetSuite en France. Ça a eu lieu pour la grande majorité d'entre nous mi-avril. Pour le webinar, nous sommes ensemble pour environ 3 quarts d'heure, modulo le temps qu'on pourrait consacrer à la fin du webinar sur la séance de questions-réponses. Mais voilà, à peu près 3 quarts d'heure. Avant de démarrer, quelques mots afin de me présenter. Je suis Frédéric Mézel chez BeWorkshop. Je m'occupe de l'offre NetSuite, c'est-à-dire que je suis le point de contact privilégié pour les clients, pour tout ce qui relève des problématiques autour de la solution, que ce soit les problématiques de petits, moyens, gros projets, de l'expertise autour de sujets précis sur NetSuite, pour la formation, pour le support, pour la TMA. Bref, tous ces sujets qui pourraient être des points de préoccupation pour vous dans votre utilisation du logiciel NetSuite. Vous retrouverez ces informations en ligne par la suite. On publiera le contenu du webinar si vous souhaitiez retrouver mes coordonnées. Je serai accompagné de quelques consultants aujourd'hui de BeWorkshop qui vont traiter l'agenda suivant. Donc ces points font l'objet de la nouvelle release, hein, de la 2020.1. On commencera autour d'une fonctionnalité liée aux acomptes fournisseurs. Donc, les acomptes fournisseurs, c'est disponible déjà depuis la précédente release, hein, la 2019.2. NetSuite a continué à enrichir la fonctionnalité. Et avec la 2020.1, elle est aujourd'hui plus complète. Et de notre point de vue, elle répond maintenant beaucoup mieux aux besoins du métier. Et on vous présentera donc la fonctionnalité dans son ensemble. Le deuxième point qu'on abordera, c'est les transactions personnalisées, donc la possibilité d'ajouter des formulaires custom, des custom transactions, sur les process standards de NetSuite côté achat ou côté vente. Donc on vous montrera l'intérêt que ça peut avoir dans vos processus actuels. En troisième point, on abordera une fonctionnalité liée à du paramétrage assez structurant qui concerne la modification des hiérarchies des filiales. Donc c'est particulièrement intéressant pour les sociétés dont l'activité bouge beaucoup, hein, en termes juridiques, avec l'acquisition ou la cession d'activités qui impacte l'organisation de vos subsidiaries dans NetSuite. Et on vous montrera comment cette fonctionnalité permet aujourd'hui de réadapter l'organisation de vos subsidiaries les unes par rapport aux autres. Enfin, on terminera par un sujet qui lui, n'est pas lié réellement à la release 2020.1, hein, qui existe dans NetSuite depuis maintenant un bon moment, mais qui fait l'objet de questionnements réguliers de la part de nos clients, hein, qui est l'authentification unique, aussi appelée le single sign-on. Donc, on vous expliquera quels sont les points de setup liés à cette fonctionnalité et comment on la met en œuvre. On terminera classiquement par une séance de questions-réponses. Sur le sujet des questions, moi, je vous encourage à les formuler au fur et à mesure par l'intermédiaire du petit panneau commentaire que vous trouverez dans votre interface Teams. Comme ça, on les empile et on les traite en fin de webinar au fur et à mesure de l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Quelques suggestions avant de donner la parole aux consultants. Je vois que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, mais si vous pouviez rester en micro fermé, à part pour l'animateur, hein, bien sûr, ça contribuera à assurer la clarté et la compréhension du discours pour tout le monde. Vous constaterez également que les fonctionnalités qu'on vous montre font l'objet de petites démos
qu'on a préenregistrées. Comme la plupart d'entre vous, on est en télétravail avec des connectivités liées à des box domestiques parfois un peu récalcitrantes. Donc, pour éviter le désagrément de la connexion qui pourrait sauter de manière inopinée, on a préféré enregistrer à l'avance et commenter en live ce qu'on a enregistré. Mais rassurez-vous, vous verrez du NetSuite et vous verrez du 2020.1, c'est-à-dire la dernière release. Voilà, donc pour les questions, n'hésitez pas à les formuler au fur et à mesure. On y répondra à la fin du webinaire. Et voilà, bon, sur ce, je laisse la parole à ma collègue Pauline qui va vous présenter la première fonctionnalité sur les acomptes fournisseurs. Je vous remercie en tout cas encore une fois de vous être joint à nous ce matin. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve pour la séance de questions-réponses. Oui, alors merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'amélioration de la fonctionnalité des acomptes fournisseurs de la release 2020.1. Donc, pour vous faire un petit historique jusqu'à aujourd'hui, pour faire un acompte, il fallait faire une double saisie dans NetSuite. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait que je saisisse mon acompte indépendamment de toute transaction et que ensuite, une fois que ma commande était réceptionnée et facturée, j'allais venir appliquer mon acompte manuellement à ma facture. Donc aujourd'hui, NetSuite permet de lier mon acompte directement à ma commande d'achat. Donc c'est-à-dire que désormais, l'acompte va s'appliquer automatiquement à la facture. Donc ça permet de simplifier le process et donc de réduire le risque d'erreur à la saisie. Donc pour ça, il y a deux méthodes. Donc la première, c'est de créer l'acompte directement à partir de la commande d'achat. Et la deuxième, de créer l'acompte indépendamment de la commande d'achat et de renseigner la référence de la commande sur la page de création. Donc c'est une information qui n'est pas obligatoire. Donc si vous n'avez pas besoin de lier l'acompte à la commande, c'est tout à fait possible aussi. Donc alors, ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de créer la commande d'achat. Ensuite, on enregistre l'acompte rattaché à la commande. Puis on réceptionne et facture la commande, et donc l'acompte va venir s'appliquer automatiquement à la facture. Alors pour faire la démonstration, j'ai pris un exemple, celui de la société B-Workshop, qui a commandé plusieurs articles informatiques à son fournisseur HP. Donc il a commandé des articles du type souris, câble, pour renouveler son stock. Donc moi je suis comptable de B-Workshop, et mon fournisseur HP me demande de faire un acompte de 5 000 $ sur ma commande qui est au total de 25 000 $. Alors ici, je me suis connectée à NetSuite en tant que comptable et je vais aller rechercher ma commande d'achat. Je vais aller chercher dans la liste de mes commandes. Et donc c'est celle-là, donc je vais pouvoir l'afficher. Donc je retrouve bien mes informations, mon fournisseur HP. C'est une commande en dollars, du coup j'aurai bien le taux de change du jour de 0,92. Et sur la page de ma commande, j'ai un nouveau bouton qui est apparu. C'est Enter Prepayment en haut, qui va permettre du coup de lier directement la commande à l'acompte. Donc si je clique dessus, je vais arriver directement sur la page de création de l'acompte, qui se sera pré-remplie avec les informations de ma commande. Donc je retrouverai bien mon bénéficiaire, qui est HP, la référence de ma commande, et je vais saisir un compte bancaire avec lequel je voudrais payer. Donc le montant total de ma commande, ce sera pré-rempli, mais je vais pouvoir modifier et mettre mon acompte de 5 000 $. Donc mon acompte sera aussi en dollars puisque c'est la devise de mon fournisseur, mais ça va se convertir automatiquement dans les suites. Donc je vais pouvoir sauvegarder mon acompte. Donc si je reviens sur ma commande, je vais pouvoir voir que mon acompte apparaît bien dans les dossiers apparentés de ma commande. Si je vais dans la sous-section Related Record, mon acompte apparaît bien. Donc maintenant, je vais pouvoir réceptionner et facturer ma commande.
Donc là, je suis bien arrivée sur ma facture et je vais pouvoir voir que mon acompte apparaîtra également automatiquement sur les dossiers apparentés de ma facture. Donc si je reviens sur mon acompte, que j'actualise la page, je vais voir que mon acompte apparaît en totalement impliqué et que si je vais un peu plus bas, je retrouve bien ma facture qui vient d'être créée et qui est liée à ma commande d'achat. Donc ensuite, je vais pouvoir voir que mon acompte ce sera lettré automatiquement, puisque si je vais voir ma balance AG, si je vais voir les détails, je vais voir que pour mon fournisseur HP, le montant de 18 000 € ce sera bien affiché et non des 22 000 qui ne prennent pas en compte mon acompte. Donc là, sur ma balance AG, j'ai bien mon acompte qui est pris en compte. Donc ça, c'était la première manière de faire mon acompte fournisseur. Et pour la deuxième manière, il faudrait que je crée un acompte indépendamment de toute transaction. Donc là, je vais aller dans Vendor, Account Payable, Enter Vendor Prepayment. Et je vais pouvoir lier ma commande sur ce champ-là. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc si vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Mais du coup, c'est une possibilité. Alors voilà, donc c'est tout pour les acomptes fournisseurs. Donc je vais pouvoir laisser la main. Ouais, Pauline, merci pour la démo. Donc on voit que c'est quand même relativement aisé à faire, hein. Pas beaucoup de paramétrage, hein, ni de complexité. C'est clairement une fonctionnalité qu'on a longuement attendue, hein, dans NetSuite. Maintenant, donc, on recommande à tous de l'utiliser amplement. Ça répond quand même à pas mal de sujets et pas mal de besoins de nos clients. Merci Pauline. On enchaîne du coup sur le sujet. Il y avait une question d'Anaïs, Fred, pour info, dans la discussion. Je ne sais pas si on répond tout de suite ou si on répond après. Je propose, oui, écoute, on peut la traiter tout de suite, mais globalement, je propose de plutôt traiter les questions à la fin pour s'assurer au moins qu'on déroule tous les sujets et d'empiler les questions à la fin du webinaire plutôt. Mais on peut prendre celle-ci. Donc la question, si tout le monde ne la voit pas, c'est si nous n'avons pas de purchase order, mais que nous devons payer un acompte sur une facture directement. Pauline, si tu veux éventuellement nous prendre ce point. Oui, pardon. Du coup, en fait, l'ancienne fonctionnalité est toujours disponible, donc vous pouvez toujours faire un acompte à partir d'une facture. Voilà. Voilà, donc la fonctionnalité reste disponible. Alors Yann enchaîne, on va la traiter aussi du coup. La question c'est si l'acompte est payé en mars et la facture reçue en avril, donc le mois suivant, en devise étrangère, est-ce que le système comptabilise la différence de change? Alors là, c'est un point que je n'ai pas regardé, j'avoue. Mais je vais pouvoir prendre le point et revenir plus tard. Ouais, ok. Ouais, effectivement, hein, pour le cadre de la démo, on est resté quand même sur un sujet assez simple. On va prendre ce sujet, Yann, on va le tester de notre côté, et puis on vous fera un retour par la suite. De rien. Je vous propose de passer à la suite. Je ne prendrai pas forcément les questions du coup au fur et à mesure, hein. Je les garderai plutôt pour la fin du webinaire si vous le voulez bien, qu'on s'assure qu'on a bien suffisamment de temps pour tout vous montrer. Mélanie, je te laisse la parole. Oui, merci Fred. Alors, je vais vous présenter donc les transactions personnalisées achat et vente de NetSuite, donc disponibles avec la release 20.1. Et je vais vous présenter deux exemples. Un exemple sur le flux vente et un exemple sur le flux achat. Donc l'exemple qu'on va prendre pour illustrer la démonstration et cette nouvelle fonctionnalité, on va reprendre l'exemple de Pauline qu'elle vous a présenté. C'est-à-dire que Pauline était B-Workshop et faisait un achat auprès de la société HP. Je suis désormais le fournisseur HP
Et pour la commande de BeWorkshop, donc commande de fourniture informatique, je vais vouloir proposer une proforma à BeWorkshop afin de m'assurer qu'ils puissent nous verser un acompte, donc l'acompte que Pauline a fait juste avant. Et en recevant cet acompte, je vais pouvoir ensuite expédier et facturer BeWorkshop. Donc, ce qu'on comprend en fait avec les transactions personnalisées, c'est que nous avons un flux standard de NetSuite, qui est le flux vente, donc avec des transactions de devis, de commandes clients, d'expédition si elles sont disponibles sur vos environnements, et puis ensuite de facturation. Ce que propose la fonctionnalité NetSuite avec des transactions personnalisées d'achat et de vente, c'est d'ajouter dans un flux standard de NetSuite une transaction qui n'existera pas en standard et qui pourra être intégrée complètement dans le flux standard de NetSuite. Et pour illustrer ce propos, nous avons choisi les proformas. Donc ça va être le premier exemple que je vais vous présenter. Et puis il y a un deuxième exemple sur des notions un petit peu plus comptables d'écriture, notamment de fin de clôture et d'écriture de versement de salaire. Donc je vous propose maintenant de regarder la démonstration. Donc pour rappel, je suis la société HP, je suis fournisseur et le but c'est d'envoyer une proforma à mon client BeWorkshop afin qu'il me verse son acompte fournisseur et de pouvoir derrière créer une facture directement depuis ma transaction personnalisée qui est la proforma. Donc ici, je suis connectée sur mon environnement en tant que comptable de la société HP. Je suis sur mon tableau de bord et je vois actuellement qu'il y a zéro facture à approuver. Donc ça va être important pour la suite de la démonstration. J'ai une commande de vente qui est en fait la duplication de la commande d'achat de Pauline et de BeWorkshop qu'elle vous a présentée tout à l'heure, donc avec une commande de 25 000 $ sur les fournitures informatiques. Donc on imagine que cette commande, elle a été bien évidemment approuvée avant, puisque BeWorkshop nous a déjà fait la commande et nous a déjà payé un acompte fournisseur. Donc là, ma commande, elle est approuvée. Et on voit qu'un bouton Proforma s'est créé en haut, à côté de mes deposits. Ce bouton-là, c'est nous qui l'avons créé de manière personnalisée, grâce à un workflow, et qui va nous permettre de créer cette transaction personnalisée directement depuis une commande de vente. Donc d'intégrer notre flux standard de vente en intégrant une nouvelle fonctionnalité, donc une nouvelle transaction qui est la proforma. On va le voir au niveau des sous-onglets. Aujourd'hui, donc dans mes proformas liés à ma commande de vente, je n'en ai aucune, mais on va pouvoir la générer en cliquant sur le bouton proforma. Donc je viens cliquer sur le bouton et là, NetSuite est en train, grâce à un workflow simple, de me créer automatiquement la transaction personnalisée. Une fois que ça l'a généré, je peux retourner dans mes sous-onglets et voir que ma proforma a été créée. Donc le statut qui est en attente d'approbation, qui est un statut entièrement customisé, c'est moi qui est venu le créer, avec ma notion de client BeWorkshop, ma commande 1, 2, 3, 4 et une proforma qui a été créée depuis ma commande de vente 0035. Donc je vais aller voir cette proforma. Et donc, pour rappel, je suis sur cette transaction qui est entièrement personnalisée et on voit qu'elle se présente typiquement comme les transactions standards de NetSuite avec des informations d'en-tête et les informations d'en-tête et des informations à la ligne de sous-onglet où on va pouvoir retrouver mes articles, ma quantité, mes prix, tout comme une transaction standard de NetSuite. Sur ces transactions customisées, on va pouvoir faire des champs customisés, on va pouvoir créer des formulaires customisés, faire des sous-onglets, des onglets customisés, donc tout comme une transaction standard de NetSuite, et gérer des accès différents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur une transaction customisée, dire quel rôle a accès à cette transaction.
L'autre point qui est très important, c'est ce que je vous montre actuellement, ce sont les statuts, puisque les statuts sont encore une fois entièrement customisables. On peut rentrer n'importe quel statut qui correspondra à votre flux. Et ces différents statuts vont être très importants puisqu'ils vont permettre de déclencher ou non des impacts comptables. Donc moi, je suis sur une proforma. Une proforma, on sait que ça n'a à aucun moment des impacts comptables. Donc de toute façon, mes différents statuts vont faire en sorte que ça n'ait pas d'impact comptable. Donc si je viens faire mon approbation, ça ne générera toujours pas d'impact comptable. Par contre, dans le deuxième exemple, on verra par la suite que ça pourra en créer grâce à mon changement de statut. L'autre avantage de ces transactions personnalisées, c'est qu'on peut, comme sur des transactions classiques, créer des PDF pour l'envoyer ensuite à notre client ou à notre fournisseur. Donc là, moi, je viens créer le PDF de ma proforma pour l'envoyer ensuite à Beworkshop. Donc je suis bien le fournisseur HP. Et donc là, on a fait un PDF très simplifié, mais qui va reprendre en fait des informations d'une facture, sauf avec une en-tête proforma pour l'envoi à notre client Beworkshop. Donc une fois que ce PDF il va être envoyé à Beworkshop, Pauline a fait son acompte fournisseur. Donc moi, j'ai bien reçu les 5 000 euros, les 5 000 $, pardon. Donc je vais pouvoir expédier la marchandise et puis faire la facturation. Donc là, voilà, on retourne sur la commande de vente qui a été expédiée et on va pouvoir enfin facturer depuis directement notre transaction personnalisée. Donc là, je ne facture pas depuis ma commande de vente, mais bien depuis ma transaction personnalisée. Donc je vais pouvoir cliquer sur mon bouton facture qui a aussi été créé grâce à un workflow simplifié. Et donc, la génération de la facture va se voir directement depuis. Donc, après, on fait le lien qu'on souhaite. Donc, on voit que ma proforma a changé de statut. Elle a été facturée. Et puis, si je retourne sur mon tableau de bord, là où nous avions 0 facture à approuver, si je rafraîchis ma petite fenêtre, on voit que j'ai bien désormais une facture à approuver. Donc, c'est la facture qui a été créée directement depuis ma proforma. Comme on la voit, c'est bien avec la commande 1234, depuis la Sales Order 0035 que nous avions regardé dès le début de la démonstration. Et donc, pour le client Beworkshop, avec un montant de 25 379 $. Donc là, je suis sur ma facture. Elle a été entièrement créée depuis ma proforma. Et je vais retrouver toutes les informations nécessaires à la facture qui ont été reprises depuis ma proforma, donc tous les axes analytiques, la notion de créer à partir de, donc créer à partir de ma sales order, même si on est passé, on y est arrivé grâce à la proforma, et puis mes notions d'articles. Donc l'avantage, enfin là ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire une commande client, de générer ensuite automatiquement une proforma, puis une facture depuis ma transaction personnalisée. Donc on a réussi à intégrer entièrement une transaction customisée qui est la proforma au flux de vente standard NetSuite. Ce que je vous propose maintenant de regarder, c'est la notion, donc le deuxième exemple qui est un petit peu plus comptable. NetSuite propose des transactions personnalisées d'achat et de vente. Donc là, nous, on vient d'en faire une de vente. Mais NetSuite propose aussi des transactions personnalisées de type écriture de journal. Donc pour la démonstration, nous avons créé 2 autres transactions personnalisées. Des écritures de fin de période de clôture et des écritures de versement de salaire. Donc comme on le sait dans NetSuite, nous n'avons qu'une typologie d'écriture de journal qui est celle que je vous montre maintenant à l'écran, les journal entries. Mais il est possible de créer d'autres typologies grâce aux custom transactions, donc aux transactions personnalisées, que je vais vous montrer à présent. Donc là, par exemple, on a décidé de créer des écritures de fin de clôture, ce qui va vous permettre en fait de différencier vos écritures de journal et de pouvoir créer des typologies différentes. Vous avez toujours cette notion de statut. Donc là, on voit bien que le statut, il a été, donc c'est une transaction qui a été approuvée.
et qui permet, on le voit au niveau du posting, ça veut dire qu'il y a bien des impacts comptables qui ont été postés dans le grand livre. On a aussi une notion, vous avez vu le bouton Void en haut, donc on peut générer des écritures de contrepassation si on veut annuler notre écriture de journal. Je vais vous montrer à présent ce que ça rend sur le report du grand livre. Ça permet en fait de voir nos typologies d'écriture de journal. Donc en consultation de notre grand livre, on va voir ici que j'ai bien des écritures qui ne sont plus des journal entries, mais bien des écritures de journal de fin de période et qui sont encore une fois des transactions entièrement customisées et qui vont nous permettre, comme sur une transaction standard, de cliquer directement sur le report pour aller regarder ma transaction en détail. Donc voilà pour la première notion de typologie de journal entry. Ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'est une typologie de versement de salaire, puisqu'on l'a vu sur plusieurs projets. Il peut y avoir des notions de confidentialité, de gouvernance par rapport à ces notions de versement de salaire, c'est-à-dire qu'une journal entry, vu que c'est qu'une seule transaction, au niveau des rôles et au niveau de la sécurité, un rôle peut avoir accès au journal entry et il va avoir accès à toutes les journal entry. D'où l'intérêt de faire des typologies d'écriture de journal, puisqu'on va pouvoir gérer un accès différent sur une typologie d'écriture de journal. Je vais vous le montrer à travers cet exemple. Je vais retourner sur mon grand livre et je vais vous montrer une écriture de journal de versement de salaire qui a été passée. Ici, la payroll posting. Donc, on voit qu'il y a un versement qui a été fait à hauteur de 4 000 et quelques euros. Si je viens cliquer, je vois, moi j'étais dans mon rôle de comptable, je vois qu'il y a une violation de permission, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à ce type d'écriture de journal. Je vais me connecter désormais avec mon rôle d'administrateur. Donc, ça pourrait être mon rôle de, peu importe, au niveau hiérarchique, qui a le droit d'aller voir ce type d'informations qui peuvent être confidentielles. Moi, avec mon rôle d'administrateur, je peux passer un petit peu partout. Et je vais retourner sur mon écriture de journal de versement de salaire. Et on voit bien désormais en cliquant que je peux y avoir accès. Ce qui vous permet de générer différents accès au niveau de cette même transaction. Et donc, on voit bien que voilà, il y a eu un versement de salaire qui a été fait auprès de Camille Maugry sur un versement de salaire de avril 2020. Donc, l'intérêt qu'on voit de notre côté aux transactions customisées, c'est d'intégrer en fait des flux personnalisés de votre entreprise très facilement à un flux standard de NetSuite, sans réelle grande complexité, puisque là, on l'a vu, il n'y a aucun script, il n'y a aucun développement, c'est juste un petit peu de workflow pour les relier, mais aucune complexité, ce qui va vous permettre de mettre en place un flux qui vous ressemble le plus dans le flux standard de NetSuite. Voilà de mon côté. Ouais, merci Mélanie, c'était très clair. On comprend bien l'intérêt de cette fonctionnalité pour compléter les process standards mis à disposition par NetSuite. Si d'aventure vous aviez des particularités de process ou de fonctionnement que vous souhaitiez intercaler dans les étapes du fonctionnement standard de NetSuite. Encore une fois, ça ne demande pas de compétences particulières. Ici, pas de notion de développement, de script ou de quoi que ce soit d'autre. Ça peut très bien être fait par un utilisateur clé un peu averti au fonctionnement du paramétrage de NetSuite ou d'un administrateur NetSuite chez vous. C'est tout l'intérêt de la puissance de cette fonctionnalité qui peut aussi répondre, comme tu l'as montré dans ton dernier cas de figure, à des problématiques de gouvernance ou de contrôle interne. Vous avez besoin de gérer des types de données particuliers qui seraient visibles qu'à une seule catégorie de population dans votre entreprise. Il y a Anaïs qui a posé une question. Mélanie, je te laisse peut-être la prendre et la mettre de côté pour tout à l'heure. On reviendra sur cette question à la fin du webinaire, Anaïs. Je vous propose de passer sur le troisième sujet qui est la modification de la hiérarchie des filiales. Jérémy, je te laisse la main.
Ouais, merci Fred. Hop là. Donc bonjour à tous. Du coup, moi je vais vous présenter cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver avec la nouvelle release. Alors, jusqu'à cette release, avant en fait c'était très compliqué de modifier la hiérarchie des fichiers. Grosso modo, en fait, vous désigniez, vous faisiez la structure de vos filiales au moment de l'implémentation du projet et c'était un peu figé dans le marbre. Vous aviez la possibilité, vous avez toujours la possibilité d'ajouter de nouvelles filiales, mais modifier les anciennes sur lesquelles il y avait déjà des transactions présentes et des écritures comptables, c'était très compliqué. Notamment, en fait, pour ce faire, il fallait contacter le support. Il fallait que ce soit la personne signataire du contrat qui le fasse. Donc, il y avait des échanges avec, bien sûr, comment dire, des notices à accepter, avant de pouvoir faire vous-même la modification dans votre environnement. Avant de passer à la démo et comment ça se fait aujourd'hui après cette release, juste dans quel contexte ça peut vous être utile de modifier la hiérarchie, tout simplement dans la mise en place d'une holding ou lorsque vous rachetez des sociétés. On a un client qui dernièrement justement a racheté des sociétés et a du coup un nouveau besoin qui est de voir ses reporting consolidés dans une autre devise que l'euro. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de leur proposer, c'est-à-dire de venir mettre une nouvelle société mère avec une nouvelle devise. Et du coup, sur les différents rapports NetSuite, en sélectionnant cette nouvelle société mère, il pourra voir ses rapports consolidés en USD. Okay. Donc, comment on active cette feature? C'est donc dans Setup General Preferences. Vous avez ce champ Allow Subsidiary Hierarchy to be modified. Donc, en gros, vous pouvez sélectionner une date dans le futur, bien sûr avec une limite de maximum de 30 jours. Et donc, jusqu'à cette date, un administrateur de votre environnement a la possibilité de modifier la hiérarchie des filiales. Au moment où vous sélectionnez la date, vous avez une notice, bien sûr, à accepter. Et vous avez ensuite les droits, en tant qu'administrateur, de venir modifier la hiérarchie. Du coup, là, je vais vous montrer comment on fait après avoir après avoir sélectionné un jour sur ce champ. Donc là, c'est un compte de démo. Donc, c'est une structure basique. Hein. Vous avez une première société mère, enfant, qui est le child A. Donc, si on prend les niveaux hiérarchiques, donc la société mère, c'est le niveau 1, le child A, c'est le niveau 2. Et les autres enfants, donc c'est bien sûr au niveau 3. Et il y a une petite filiale d'élimination tout en bas. Premièrement, on va faire l'équivalent d'un clic sur Nouvelle Subsidiary pour vous faire remarquer quelque chose. C'est que lorsque je fais une nouvelle subsidiary, j'ai ce champ Subsidiary Off qui, bien entendu, nous permet de déterminer le niveau de hiérarchie à laquelle cette nouvelle subsidiary va appartenir. Donc par défaut, c'est la société mère de base. Et si, et donc ce champ est bien présent lorsque je fais une nouvelle subsidiary. Par contre, si je reviens à ma liste des filiales et que je vais éditer ma société mère actuelle, et bien en fait, ce champ n'est pas présent. Voilà, donc je peux pas venir dégrader ma société mère directement. Donc le process, en fait, c'est donc de venir créer une nouvelle filiale, bien entendu de lui donner un nom. Et à ce moment-là, si je viens déplier la liste du subsidiary off, donc j'ai toutes mes autres filiales, mais je n'ai pas la valeur vide, en fait. Et la valeur vide, ça veut bien dire que du coup, cette nouvelle filiale n'est pas la sous-filiale de qui que ce soit, donc la société mère. Mais là, pour le moment, je n'ai pas ce champ vide. Donc, je vais garder original parent compagnie. Je vais sauvegarder. Donc là, on peut bien voir que ma nouvelle parent de compagnie, elle est ici. Elle est, pour le moment, grâce au décalage, on voit bien qu'elle est au niveau 2 hiérarchique. Je reviens dessus en cliquant sur Edit. Je reviens sur ma liste de subsidiary off et j'ai maintenant la possibilité de choisir la valeur du coup vide, blanche, pour bien dire que cette nouvelle parent de compagnie est la parent de compagnie.
Lorsque cette valeur vide est sélectionnée, il y a un champ qui est rendu obligatoire et c'est le return email address. Donc là, pour le démo, c'est une valeur, une valeur test, quoi. Je sauvegarde ma nouvelle parent de compagnie et maintenant on voit bien qu'elle est remontée au niveau 1. C'est maintenant elle qui est niveau 1, original parent de compagnie niveau 2, child A niveau 3 et tous les autres niveau 4. Voilà. Donc fonctionnellement, la présenter comme ça, c'est pas compliqué à faire. Maintenant, bien entendu, sur la doc, donc là c'est un extrait de la doc en anglais où il y a toutes les préconisations qui sont expliquées. Nous, on en a fait une traduction des points principaux. Même si cette fonctionnalité est mise à notre disposition maintenant en indépendant, sans avoir à contacter le support, bien entendu, les préconisations, c'est quand même d'en parler à Oracle, mais en fait, on a quand même d'en parler à Oracle. Dans les best practices, c'est bien sûr de tester tout d'abord dans l'environnement de sandbox. Et ils nous préviennent, bien entendu, que ces modifications hiérarchiques ont possiblement plein d'impacts, notamment sur les états financiers, sur les filiales qui peuvent être désactivées, les taux de change, les journal entry d'auto-élimination, les rapports. Enfin, en gros, ils disent que ça peut affecter énormément de choses. C'est pourquoi on vous préconise donc de faire appel à nous. Et on fera bien sûr toute une panoplie de tests en sandbox pour bien vérifier qu'après la modification, tout soit bien resté cohérent. Et ensuite, c'est pas quelque chose on peut pas copier-coller les modifications qu'on aura faites en sandbox en prod, donc on devra tout refaire en prod. Voilà. Mais sinon, voilà comment ça se présente. Oui, je crois avoir tout dit. T'as fini, Jérémy, du coup? Ouais. Ouais. Ok, merci. Oui, donc effectivement, pour résumer à cette dernière partie que vient de montrer Jérémy, il y a un certain nombre de précautions d'usage émises par Oracle. Oracle, vous le savez, est toujours très, très prudent quand il s'agit de responsabilité ou de leur engagement. Donc, ils ont un disclaimer assez épais sur ce sujet. On tient quand même à dédramatiser un peu le point. C'est des fonctionnalités, des problématiques qui se traitent. Il faut les aborder. Nous, notre préconisation, c'est de les aborder avant tout en mode projet, de ne pas voir ça comme un petit setup à faire dans son coin. Là, il faut vraiment le traiter comme un projet, c'est-à-dire l'inscrire dans un planning, dédier des ressources, et puis avoir une méthodologie pour activer le setup et surtout le resetter, le valider d'un point de vue fonctionnel, pour revalider le bon fonctionnement de vos processus clés et vos reporting. Parce que cette modification de la hiérarchie des subsidiaries est quand même très impactante sur le fonctionnement de vos transactions et sur le rendu de votre reporting. Voilà, je vous propose de passer maintenant au dernier sujet, l'authentification unique. Et encore une fois, n'hésitez pas à empiler vos questions dans la partie commentaires. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Christophe, je te laisse la main. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Christophe, je suis directeur de projet chez B-Workshop et je vais vous présenter comment mettre en place l'authentification unique dans NetSuite. Donc, ce sera sous forme de slide parce que l'authentification, c'est du paramétrage sur deux outils, NetSuite et surtout le LDAP de votre côté. Et les manipulations sont majoritairement côté LDAP. Alors déjà, le SSO, qu'est-ce que c'est si vous ne savez pas c'est l'exemple que je vous mets là. On l'a tous vu sur Internet, c'est la possibilité de se connecter à un système en utilisant une authentification d'un système tiers. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on utilise très souvent sur Internet, c'est les systèmes de SSO Google, Facebook, LinkedIn et compagnie. Donc là, en l'occurrence, pour un monde plus professionnel, ça va être des systèmes qui vont être basés sur Azure, par exemple, qui offre ces capacités.
Alors, le single sign-on, donc c'est déporter l'authentification vers un système tiers. Donc, les principaux fournisseurs qui offrent ça, c'est Azure de Microsoft, Google, Facebook, OneLogin, Okta, qui sont des gros fournisseurs de systèmes SSO. Après, il en existe d'autres, plein, des petits. À partir du moment où ils font de l'Active Directory et qui maîtrisent les standards du marché de connexion qui sont le SAML et l'OpenID, il n'y a pas de souci pour pouvoir les connecter avec NetSuite. Tout ça, c'est des fonctionnalités standards dans NetSuite depuis longtemps. Il y a un petit paramétrage à faire et ensuite, le principe, c'est que les utilisateurs, quand ils vont se connecter sur le portail NetSuite, ils vont être redirigés vers le système d'authentification externe avec ou pas de demande de connexion. Donc, soit une connexion login mot de passe, soit avec de la biométrie ou n'importe quel autre système de connexion. Et automatiquement, ça va rediriger l'authentification vers NetSuite pour autoriser l'accès à NetSuite sans avoir à saisir son mot de passe. Donc voilà pour les principes généraux. Deux petits mots quand même sur les avantages et les inconvénients. Donc les principaux avantages de mettre en place ce type de connexion, c'est que les utilisateurs vont avoir un seul portail de connexion pour tout leur système. Donc c'est plus simple. Tout au long de la journée, ils n'auront pas à saisir de nombreuses fois leur login password, parce qu'avec les systèmes de validité de token, la connexion elle est valide pendant un certain nombre de temps. Donc c'est plus simple pour les utilisateurs, c'est un gain d'efficacité. Pour l'utilisateur, il n'a pas non plus à retenir tous les mots de passe qu'il y a, sachant que tous les systèmes peuvent imposer en plus des politiques de rafraîchissement de mots de passe avec des complexités un peu diverses et variées. Et surtout, ça évite aussi que les utilisateurs mettent le même mot de passe partout et qu'ils l'écrivent sous clavier, comme c'est une pratique assez courante. Donc le vol de mots de passe restant la principale cause de piratage d'une entreprise, c'est évidemment une bonne chose de sécuriser tout ça. Alors, il y a quand même un gros inconvénient aussi, c'est que si jamais le mot de passe de ce service SSO a été corrompu, mécaniquement, le pirate aura accès à toutes les plateformes sur lesquelles le SSO a été mis en place. Donc, c'est pour ça que bien souvent dans les grosses structures, le SSO ne vient pas seul et il vient avec des procédures donc on appelle de double authentification qui permettent d'utiliser des applications sur smartphone, des réceptions de SMS pour pouvoir confirmer une authentification ou bien d'utiliser la biométrie ou des cartes connectées. Vous voyez toujours mon écran. Oui, toujours. Oui. Hop, il n'y avait que moi qui ne le voyais plus. C'est revenu. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients de cette solution. Alors, comment ça se met en place dans NetSuite? D'abord, il faut activer le service. Donc, par défaut, ce n'est pas actif. Et du coup, ça se passe dans le setup de NetSuite. Donc, il faut être administrateur pour venir activer l'authentification. Donc, il y a deux méthodes qui sont possibles. L'authentification basée sur le protocole OpenID et l'authentification basée sur le protocole SAML. SAML étant historiquement le protocole de gestion de SSO. Une fois qu'on a activé l'authentification SSO, il y a un nouveau menu qui apparaît dans la page de paramétrage qui permet d'aller récupérer des informations de service provider. Donc le service provider, c'est le système qui souhaite autoriser l'accès via le SSO. Il y a un deuxième service qui est le LDAP, qui est l'Identity Provider, qui est le système du coup qui va authentifier l'identité de l'utilisateur. Donc au niveau du... Là par contre, je pense que vous ne voyez plus mon écran. Oui, là on t'a perdu l'écran, Christophe. Le problème, c'est qu'il n'est pas très technique, Christophe. C'est ça.
Est-ce que tu veux que je le projette moi et tu commentes? Non, c'est bon. C'est revenu. Donc, j'en étais récupérer les informations du service provider. Donc, pour ça, il y a deux possibilités. Donc, soit le LDAP que vous utilisez est un gros du marché, typiquement Azure, et vous allez pouvoir utiliser des fonctionnalités d'import automatique, ou c'est un plus petit, et du coup, il va falloir faire la manipulation manuellement. Donc, pour ça, NetSuite met à disposition un fichier de configuration, donc, que je vous ai mis sur le lien, et je suppose que vous aurez les slides et ça vous permettra d'avoir les différentes informations. Donc là, en l'occurrence, les informations qui sont importantes dans ce fichier-là sont l'Identity ID, donc c'est le portail qui va être utilisé de façon transparente pour l'utilisateur entre le LDAP et NetSuite pour pouvoir gérer l'authentification. Et une deuxième URL qui va être l'échange d'autorisation. Donc, c'est les deux informations que j'ai soulignées en bas à droite, donc Identity ID et le service Assertion Consumer Services. Donc, ces deux informations sont à récupérer et vont être utiles dans le paramétrage du LDAP. L'information suivante qui est importante, c'est le compte NetSuite sur lequel vous voulez activer l'authentification. Donc, ce compte-là, ça peut être un environnement de dev, un environnement de sandbox ou un environnement de production NetSuite. Et l'information, vous la trouverez dans le menu Setup Company Information. Et du coup, vous avez votre Account ID qui apparaît en bas à droite. Donc, sur la sandbox, donc cette information d'account, vous la voyez aussi dans l'URL. Il faut juste faire attention au niveau de la sandbox parce que des fois, l'account ID, c'est matérialisé avec un underscore sandbox 1, 2, 3, ça dépend combien vous avez de sandbox. Et des fois, c'est avec un petit tiret. Donc là, votre information d'account, c'est bien avec l'underscore. Une fois que vous avez récupéré ces informations dans NetSuite, le reste de la configuration, enfin le gros de la configuration va être à faire dans le LDAP. Donc dans le LDAP, vous allez avoir plusieurs points à paramétrer. Donc la première partie, c'est les URL d'échange entre les deux systèmes. Donc Entity ID et ça s'appelle soit le reply URL, soit le ACS URL, qui correspond aux deux URL que vous avez notées dans l'étape 1. Vous allez devoir définir les attributs à synchroniser. Donc, en l'occurrence, je vous ai indiqué les attributs nécessaires à NetSuite. Donc, c'est les informations pour vous reconnaître dans NetSuite, donc le nom, le prénom, le mail et le compte qui va permettre l'accès. Donc, l'account ID qu'on a récupéré à l'étape précédente. Et ensuite, de la même façon, côté LDAP, il y a la possibilité de récupérer un fichier XML de description qui va s'appeler IDP XML ou bien Identity Provider Metadata qui va permettre d'aller compléter la configuration dans NetSuite. Et le quatrième point à obtenir, c'est l'URL de déconnexion, qui peut s'appeler aussi logout URL, qui va être, au moment où vous déconnectez de NetSuite, la possibilité d'être redirigé vers un portail par défaut, côté LDAP, pour redemander une autorisation ou pas de connexion à un système tiers. Donc toutes ces informations-là, donc je peux pas rentrer plus dans le détail du paramétrage parce que bien évidemment c'est complètement lié à votre fournisseur de LDAP et du coup il va falloir se référer à leur documentation pour savoir comment venir ajouter un nouveau système tiers authentifié. Pour des systèmes comme Azure, il existe des connecteurs qui permettent de simplifier la connexion à NetSuite. Et pour les petits fournisseurs, ce sera à faire manuellement. De retour dans NetSuite, toujours au niveau de la configuration du SSO, donc on doit venir ajouter les informations de connexion qu'on a récupérées côté LDAP. Donc, notamment la page de redirection en cas de déconnexion. Le Primary Authentication Method, c'est justement l'option qui va permettre de dire à NetSuite est-ce que vous souhaitez que l'utilisateur soit déconnecté et reste sur le portail NetSuite ou bien déconnecté et redirigé vers le LDAP. Donc ça, c'est à vous de choisir de cocher ou pas.
Et dans la partie Setup Identity Provider, c'est ici qu'on a la possibilité donc d'uploader le fichier XML fourni par le LDAP, qui va nous permettre de venir paramétrer les URL aussi de connexion entre NetSuite et le LDAP. Et bien sûr, soumettre la configuration. Alors, cette configuration, elle est modifiable autant qu'on veut, et on peut aussi la supprimer. Il y a un menu, une fois qu'on a fait le premier paramétrage, on a un menu de suppression qui apparaît dans NetSuite. Et enfin, la dernière étape dans NetSuite à faire, c'est autoriser les utilisateurs à se connecter à travers le SSO. Donc là, il y a 3 possibilités qui vous sont offertes dans NetSuite. La première méthode, qui est la méthode qu'on conseille nous, c'est de donner des nouvelles permissions aux rôles qui vous ont été créés dans l'implémentation. Donc ça, il y a 2 permissions à donner complémentaires et du coup, rôle par rôle, venir les ajouter. Il y a une deuxième possibilité qui est offerte, qui est de créer un rôle dédié SSO et ensuite de venir donner ce nouveau rôle à tous vos utilisateurs. Donc ça, c'est aussi possible. Alors pourquoi on préfère le rôle? Parce qu'en termes de maintenance, c'est quand même beaucoup plus simple de venir donner les habilitations à 8, 9 ou 10 rôles qu'à l'intégralité de votre organisation au niveau des ressources. Et la dernière, qui n'est pas celle qu'on conseille, bien évidemment, c'est de le faire cas par cas, de définir ressource par ressource et de venir donner les permissions ressource par ressource. Donc ça, c'est clairement pas celle qu'il faut privilégier. Il y a un point à savoir, donc le SSO est compatible avec le multi-rôle et le multi-environnement. Donc si vous avez accès à plusieurs plateformes NetSuite, vous pouvez avoir une plateforme qui gère le SSO et une autre qui ne le gère pas. Donc ça, il n'y a pas de souci. De la même façon, si vous avez des profils qui sont habilités en SSO et d'autres non, quand vous vous connecterez, vous serez par défaut sur les logins sur votre rôle SSO. Et le dernier point, c'est que les administrateurs, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas avoir accès au SSO. Donc dans NetSuite, un administrateur doit se connecter avec une double authentification et à ce titre, le SSO n'est pas autorisé. Pour que tout ça se soit utilisé, donc il faut ensuite communiquer à tous vos utilisateurs. Donc par défaut, vous utilisez des URL de connexion sur NetSuite qui sont diverses et variées. Il y en a plusieurs qui sont accessibles, mais notamment le portail NetSuite de base, login.netsuite.com. Pour que le SSO soit actif, il faut utiliser une URL spécifique qui vous est donnée ici et qui permet au système justement de gérer l'échange NetSuite, LDAP, LDAP NetSuite pour l'authentification. Donc cette URL, il faut la communiquer à tous vos utilisateurs et ils devront utiliser celle-ci pour se connecter à NetSuite. Pour les utilisateurs qui n'auraient pas de profil SSO, ils peuvent aussi utiliser cette URL pour se connecter, c'est juste qu'ils auront le portail login mot de passe standard de NetSuite qui s'affichera. Par contre, pour tous les utilisateurs qui auront l'habilitation SSO, une connexion via login password ne sera plus possible au moment où on fait la configuration SSO. Donc la configuration passera systématiquement par votre LDAP. Et là, la petite subtilité du coup de Sandbox, donc dans l'URL, les underscores ne sont pas autorisés. Donc pour les Sandbox, c'est un petit tiret qu'il faudra bien mettre ici. Okay. Merci Christophe pour cette présentation finalement assez détaillée du paramétrage autour de l'authentification unique. Moi, je résumerai quand même en disant que la partie du setup NetSuite finalement est assez rapide à faire. Et j'insisterai sur la bonne manière de traiter cette problématique qui est d'impliquer des gens NetSuite, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il faut impérativement aussi impliquer dans votre organisation les gens qui s'occupent de l'authentification et de la gestion des sécurités au sens large, parce que vous avez bien compris que c'était un travail à faire en binôme et qu'il y a des informations qui doivent être communiquées et paramétrées des deux côtés.
Merci Christophe. Je vous propose. Et j'ajouterais aussi que si on a compris que Christophe connaissait bien le sujet dans le détail, et que peut-être que vous avez deviné en effet qu'on était en train de le mettre en place pour un de nos clients. Oui, c'est exact. Merci François. Je vous propose, pour finir, de traiter les questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui ont été émises et pour lesquelles on a répondu en début de webinaire. Anaïs nous posait la question tout à l'heure sur où faut-il aller pour créer des catégories de journal entry. Ça, c'était sur la partie custom transaction. Mélanie, si tu peux prendre le point. Oui, bien sûr. Alors, il faut aller, on pourra répondre à ça plus précisément, mais il faut aller dans le menu customisation, puis list records and fields, et puis transaction types. Et dans la création de ces transaction types, on va pouvoir dire si justement on veut que ce soit un type journal entry ou achat ou vente en fonction de ce que vous voulez créer. Ok, donc il y a un menu de paramétrage, enfin une transaction de paramétrage accessible via le menu pour spécifier tout ça. Exactement. D'autres questions éventuellement pour les autres sujets, la partie modification hiérarchie, SSO? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas qui viennent par le chat. On va mettre en ligne ce webinaire, donc vous aurez la possibilité de le voir en replay. Si des questions émergent, des problématiques se posent, évidemment, vous aurez compris qu'on est à votre disposition pour y répondre et pour vous accompagner. N'hésitez pas donc à nous contacter. Je vous propose du coup de clore le webinaire. Merci encore d'avoir consacré un petit peu de temps ce matin pour suivre ces sujets autour des nouvelles fonctionnalités de la release. Et je vous souhaite du coup à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.